De Thierry Derouet, Essai nucléaire, un héritage sans fin. Un documentaire étonnant, je le disais en le présentant. Les autorités françaises et militaires et civiles nous ont expliqué pendant des années que ces essais étaient sans conséquences sur l'environnement, qu'ils étaient inoffensifs et parfaitement maîtrisés. On a l'impression, au vu de ce documentaire, qu'on nous a un petit peu menti. Impression désagréable. Donc pour parler de tout ça, autour de la table, Corinne Bouchoux, vous êtes sénatrice, Europe Écologie Les Verts, et vous avez une mission autour du nucléaire. Eh bien écoutez, dans le cadre d'une nouvelle commission qui s'est mise en place il y a un an, qui vérifie l'application des lois, régulièrement, deux sénateurs de sensibilités différentes étudient l'application d'une loi. Et donc m'a été confié, ainsi qu'au sénateur Lenoir, le soin de vérifier comment la loi Morin a été appliquée, la loi qui devait s'atteler au difficile problème des indemnisations. Bon, et on verra avec quel succès tout à l'heure. En face de vous, Bruno Barillot, vous arrivez de Polynésie, en fait, vous êtes à Papeete d'habitude? Ou à Oui, Papeete, je sais jamais comment il faut dire. Papeete depuis 8 ans en permanence. Et donc, je suis délégué pour le suivi des conséquences des essais nucléaires. C'est un service qui a été créé par le gouvernement de la Polynésie. Alors, pour parler de la défense et du CA, on aura deux personnes qui vont succéder. D'abord, Bernard Duprat, merci d'être là. Vous êtes délégué à la sûreté nucléaire de la défense. C'est vous qui supervisez, en fait? C'est ça, je suis si vous voulez, le gendarme de la sûreté nucléaire militaire, et à ce titre, je contrôle les activités du CEA pour la surveillance des atolls de Polynésie. Dans ce qu'on a vu là dans le film, ces militaires qui restent sur place, qui continuent de faire des relevés, de regarder, etc. Et j'assure le contrôle de cette activité. Et vous nous direz un petit peu parce qu'il remonte. Et vous succédera Anne Fleury-Hérard, qui est médecin et qui s'occupe, elle, du suivi au CEA, et bien du vivant, si je puis dire, des conséquences des essais sur les humains que nous sommes. Vous, Jean-Luc Sens, vous êtes président de l'AVEN. L'AVEN, c'est l'association des vétérans des essais nucléaires. Comment dire, vous avez vous-même suivi des essais nucléaires. Vous étiez militaire, vous étiez un marin. J'étais jeune engagé dans la Marine nationale. Et donc j'ai suivi les essais nucléaires en Polynésie en 71 et 1972. Et comment on se retrouve à faire ce genre de choses? C'est parce que j'étais engagé et les hasards des affectations ont fait que je me suis retrouvé à Papeete, comme je me suis retrouvé plus tard à Madagascar ou ailleurs. C'est le hasard des affectations. Votre boulot consistait en quoi alors? J'étais mécanicien sur un aviso escorteur chargé donc du prélèvement des retombées après tir, des patrouilles pour sécurisation des zones, et aussi nous faisions de la représentation pour les rassurer un petit peu les populations autour, puisque nous faisions la tournée des îles, mais aussi des escales en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Australie ou ailleurs, dans tous les pays qui manifestaient contre la. Vous étiez des ambassadeurs de la France pour expliquer que c'était pas dangereux ces essais nucléaires. Moi, en tant qu'équipage, je ne faisais que profiter du voyage, mais oui, le commandant était là pour représenter la France et effectivement être l'ambassadeur des essais propres. Je rappelle qu'il y a eu entre 1960 et 1996 210 essais nucléaires français. Il y en a eu 50 atmosphériques, 160 souterrains, 193 en Polynésie française. Ça a commencé d'abord en Algérie et c'était bien sûr la condition sine qua non d'avoir une force de dissuasion crédible et opérationnelle. Est-ce que quand on était comme ça sur un aviso, c'est ça, escorteur, et qu'on patrouille, qu'on va à Mururoa, qu'on repart, qu'on va ailleurs, on a peur? Ça se passe comment un essai nucléaire? Un essai nucléaire, ça se passe par le fait qu'on nous dit demain à 6 heures ou tout à l'heure à 17 heures ou à telle heure, il va y avoir un essai, donc on ne connaît pas la puissance, on ne connaît pas... On ne sait pas exactement comment ça se situait. Si c'est sous ballon, moi je l'ai appris par la suite comment c'était fait. C'était sous ballon, c'était par avion, c'était. Et puis, ma foi, on voit un flash, on voit un magnifique nuage. Vous avez vu les champignons? Un grand bruit. Vous avez vu des essais atmosphériques? Bien sûr. Ah oui. Oui. Moi j'ai participé à des essais atmosphériques. Les essais atmosphériques se sont interrompus en 1974. Donc j'étais en 71-72. C'était. Vous les avez vus de votre bateau, vous voyez? Je les ai vus, les belles photos que l'on voit et on avait tous d'ailleurs ça dans nos carrés parce que nous étions fiers de ce que nous faisions. Voilà, tel qu'on a vu tout à l'heure dans le film. Mais nous n'avions absolument aucune information. Mis à part se voiler la face, c'est-à-dire mettre des lunettes de soleil comme si on regardait une éclipse. On vous disait ça? C'est tout. Après le reste... On vous fournissez les lunettes? Non. Moi j'étais à la sécurité, j'avais de la chance, j'avais des masques de soudeur, donc je pouvais me passer de lunettes. Sinon les autres, ils tournaient le dos.
Il tournait le dos. On vous dit attention, ben, ça va péter. Voilà, il va y avoir un flash, attention au flash, ça peut blesser les yeux, c'est tout. Mais on nous disait toujours que 90 secondes après l'explosion, ça ne risquait plus rien. D'accord. Plus tard, je me suis demandé comment les habitants de Hiroshima aient pu subir des séquelles, vu qu'on ne risquait rien 90 secondes après. Ça me semblait curieux quand même. Bon, et sur le moment, justement, parce que Hiroshima, c'était quand même un petit peu avant. Oui. Donc vous disiez pas quand même, on jouait avec du nucléaire, on jouait à champignons énormes, il y a peut-être des radiations quand même, il y a peut-être... Pas à 18 ans, monsieur Descanes. Non? Pas à 18 ans. À 18 ans, on est dans les îles... On fait une mission et puis après on va faire la bringue. On va voir les vainés, voilà, on va voir les vainés, bien sûr. À 18 ans, on ne se pose pas de questions. C'était à notre état-major à se poser des questions. C'était pas nous au niveau de l'équipage. Puis de toute façon, on avait une telle confiance. Quand je suis rentré en métropole, mon défunt grand-père m'a dit, mais quand même, tu te rends compte, les essais nucléaires, la bombe atomique, tout ça, ça risque rien. Bah écoute, papy, ça risque rien. On était à côté. On regardait le flash, on passait sous le nuage. Alors évidemment, sous le nuage, on passait pas comme ça en maillot de bain, on était fermé en situation d'étanchéité zéro, ce qu'ils appelaient ça comme ça. Mais non, pour nous, c'était absolument, c'est une bombe. Voilà. Et que le navire que vous aviez passé sous le nuage nucléaire, passé sous les retombées, en fermant toutes les écoutilles, etc. Voilà. En situation d'étanchéité zéro, c'est-à-dire qu'on se mettait en situation d'étanchéité, et ensuite on passait dessous pour faire les prélèvements. Et après, il y avait des relevés de contamination sur le navire. Après, c'était envoyé sur le de Grasse, c'était envoyé à eau, c'était envoyé dans des organismes spécialisés. Et nous, on n'avait aucune information là-dessus. D'accord. Et vous-même, est-ce que physiquement, vous étiez suivi? Est-ce qu'on a fait des examens avant, pendant, après? Non. Rien? Non. Il n'y a qu'une seule fois en Polynésie, ça m'a semblé curieux, parce que j'ai fait d'autres campagnes par la suite, et quand cet épisode m'est revenu, ça m'a semblé tout à fait curieux. Effectivement, le bâtiment a été mis en cale sèche, tout l'équipage débarqué, mis dans un centre de repos, le fameux centre de repos de Mataya, que Bruno Barrio connaît, et là, on nous a fait des analyses, et je me rappelle que le médecin nous avait dit à tous que nous avions tous les poumons noircis par le tabac. Donc à 18 ans, ça faisait 3 ans que je fumais, ça veut dire que je fumais quand même pas mal, c'est pour être noirci par le tabac. Mais ce qui est le plus curieux, c'est que, y compris ceux qui ne fumaient pas, avaient les poumons noircis. Donc en fait, on est en train de vous prévenir, attention, il y a le tabac qui est en train de vous décrire. Mais sur le coup... On mettait ça sur le dos du tabac. Voilà, sur le coup, je n'ai pas réagi. C'est plus tard, quand bon, je suis rentré à l'association, et ainsi de suite, quand on a commencé à regarder les documents, je me suis dit, tiens, c'est quand même curieux, un bâtiment à sec, sous prétexte de dératisation, complètement à sec, l'équipage qui est sorti du bâtiment, qui est mis dans un centre de repos, avec prise de sang, analyse d'urine, ainsi de suite. Ah, on faisait ça quand même. Ah, non, mais une fois. Donc on l'a fait mais quand même une fois, sans vous dire les résultats. Sans nous dire sans nous dire pourquoi il y avait cette analyse, pourquoi il y avait ce contrôle, et sans nous dire des résultats. Ah. Sans dire aucun résultat. Alors que j'ai fait d'autres campagnes, je parlais de Madagascar, où on est passé 2 ans dans l'océan Indien, sans jamais voir un médecin. D'accord. Et dans d'autres conditions d'ailleurs. Bon, et après, donc vous arrêtez la marine, parce que vous grandissez, si je puis dire, enfin vous vieillissez. Tout c'est de s'en sortir. Tout c'est de s'en sortir. Bon, et puis vous faites un infarctus à 38 ans. À 38 ans, j'ai fait un infarctus. Sans cause apparente. Un cardiologue ne comprend pas trop. Bon, on m'a mis ça un peu sur le stress, peut-être ceci, peut-être cela, mais il n'y a que des suppositions, il n'y a rien, absolument rien, qui puisse permette de rattacher aucune cause. Aucune cause. Mais vous avez des antécédents familiaux, trucs comme ça? Aucunement. Parce que c'est pas fréquent de faire un infarctus à 38 ans. Ben non, à 38 ans, faire un infarctus, c'est quand même peu courant, à moins d'être un grand sportif, et encore. Non, il y avait absolument aucune cause. Vous ne prenez pas des trucs pour... Non, j'avais pas besoin. Non. Et là, je vous ai vu arriver dans le studio, vous boitez. Oui. Vous avez quoi maintenant? Alors là, bon, en plus de mes affections cardiaques, j'ai une ostéonécrose, c'est-à-dire les os des jambes particulièrement la jambe droite, qui s'effritent. C'est-à-dire les os qui vieillissent prématurément. Donc pour l'instant, je marche avec une canne. Un jour, c'est avec des béquilles, une autre fois, c'est avec des cannes. Il est fort probable, bon, je viens d'atteindre la soixantaine, il est fort probable que si Dieu me prête vie, dans 10 ou 15 ans, je sois sur un fauteuil roulant. Ça, c'est évident. Est-ce que ça vient des essais nucléaires? Je ne sais pas. J'attends que les autorités me démontrent le contraire. Bon, c'est aux autorités de démontrer le contraire ou c'est à vous de démontrer le lien? Disons que depuis des années, maintenant 12 ans que je me bats au sein de l'association pour démontrer le lien, j'aimerais bien que les autorités me démontrent le contraire.
parce que les maladies cardiovasculaires dues à la radioactivité, c'est connu depuis Tchernobyl. Depuis Tchernobyl, on sait qu'il y a des gaz qui se fixent sur le mur cardiaque et qui peuvent provoquer des infarctus, des maladies cardiovasculaires, des AVC. C'est connu depuis Tchernobyl. Côté sanitaire, on en parlera peut-être plus tout à l'heure, mais comment vous réagissez à ça? Enfin, genre de témoignages, vous les connaissez, ce genre de témoignages-là, vous? Moi, oui, c'est un témoignage extrêmement fréquent parmi les vétérans des essais nucléaires, hein, et aussi, je pense, parmi les milliers de Polynésiens qui ont travaillé sur les sites nucléaires, qui étaient embauchés à Moroa et Fangatofa et qui ont, eux, passé non pas des périodes relativement courtes, 1 an ou 2 ans, comme les militaires. Là, beaucoup de travailleurs, ils travaillaient sur 20 ans, des gens qui ont des carrières de 20 ans sur le site de Moroa, donc engagés dans des zones sans grande précaution. Madame Bouchot ? Bah écoutez, ce film montre assez bien, je dirais, les problèmes qui se posent, hein, les problèmes de santé qui se posent à des milliers de personnes, les problèmes d'environnement qui sont aussi posés dans le film avec, on va dire, les aléas à très long terme. Et puis, moi, je pense que le dernier point que pose assez bien ce film, c'est un petit peu la question du secret d'État et de la raison d'État qui est en train de bouger. On le voit bien dans ce film, c'est-à-dire qu'on est passé d'un concept d'essai dit propre, il n'y a pas de problème, à des essais qui peuvent poser des problèmes. Et d'ailleurs, on retrouve un certain nombre de personnes qui ont rencontré des aléas. Donc moi, je pense que ce film, qui pourra être on a évolué critiqué, dans le discours, ça oui, on sent clairement dans ce film. Et puis, ce qui est aussi intéressant, il faut en prendre acte, c'est qu'il y a des choses qui ont pu être tournées sur place. Et donc, notamment toute la question de ces poubelles qui vont être vite à mettre là. Et je dirais le regard aussi que posent les victimes me semble intéressant et témoigne, à mon avis, d'une évolution pour laquelle la loi Morin n'a été qu'un début extrêmement minime, mais je pense qu'on est en train de changer de paradigme sur ce sujet. Je l'espère en tout cas. Bernard Duprat, je disais de façon un peu provocatrice et encore au début de l'émission que on nous a peut-être menti pendant des années sur ces histoires. On nous a présenté des essais propres, maîtrisés, contrôlés, et on commence à se dire que c'est peut-être pas aussi maîtrisé et contrôlé que ça. Ce que je peux dire, c'est que des précautions très strictes ont été prises pendant la réalisation de ces essais, que pour autant il y a eu des contaminations, me semble-t-il minimes, mais des contaminations, et que, Madame la sénatrice vient de le dire, aujourd'hui l'État continue à assumer ses responsabilités et il le fait dans la transparence. En tout cas, pour ce qui me concerne... Transparence et nucléaire, c'est deux notions qui, à mon sens, vont assez mal ensemble. Écoutez, je ne vais pas affirmer que à la naissance de l'énergie nucléaire dans les années 40, c'était le même concept. Mais je prends simplement un exemple sur tous les sujets qui concernent les conséquences des essais sur l'homme, sur l'environnement, sont aujourd'hui publics. C'est-à-dire que ces données ne sont pas secret défense. Le ministère de la Défense a pris l'initiative, c'était en 2005, d'éditer ce document, 400 pages de données. Il n'y a pas là-dedans le secret de fabrication d'une bombe, évidemment. En revanche, il y a toutes les données sur les conséquences environnementales des essais en Polynésie. Telles que la Défense les connaît ou les reconnaît. On pourra en parler plus tard dans le débat. Mais sur les tirs eux-mêmes, parce que on nous a raconté des tas de choses sur ces tirs. Alors il y a eu les tirs atmosphériques. Bon, ça se passe de commentaires. On imagine bien qu'il y a des retombées. Et on les est le plus loin possible dans les zones les plus inhabitées possibles. C'est pour ça qu'on est au milieu du Pacifique d'ailleurs. Les tirs souterrains. On nous expliquait que c'était dans des puits, que l'explosion vitrifiait l'ensemble et qu'on était tranquille. Il sortait rien. Et là, dans le reportage, on voit que on ne sait pas ce qui va se passer au fil du temps. Dans le cas des essais, effectivement, souterrains en Polynésie, toute la radioactivité est confinée, effectivement. Elle est ? C'est un tout petit peu technique. Elle est pour longtemps 30 secondes, c'est un tout petit peu technique. L'atoll, c'est un substrat volcanique, c'est un ancien volcan, recouvert d'une couche de carbonate de 100 ou 300 mètres. La quasi-totalité de la radioactivité est confinée dans la partie volcanique qui est là pour l'éternité. Une petite partie, minime, mais une partie est dans la partie carbonate. On ne peut pas écarter, la probabilité est très faible, mais on ne peut pas écarter, je crois que le film le montre d'ailleurs, qu'il y ait un glissement de terrain
qui entraîne d'une part des mouvements de vagues, un effet de tsunami sur l'atoll de Mururoa, et qui pourrait par ailleurs entraîner une dilution de la radioactivité dans l'océan. Ceci a été étudié, pas par la France, ça aura un intérêt limité, par une équipe d'experts indépendants en 1998, après l'arrêt des essais. Attendez, vous dites, vitrification, c'est quasi parfait. Oui, c'est pour l'éternité dans le sous-sol. Les relevés des essais souterrains, un essai souterrain sur 3 a provoqué des fuites. Mais c'est dans les documents officiels du ministère de la Défense. C'est pas si étanche que ça. Tout est public. C'est pas si étanche que ça. Bon, ça, c'est l'interprétation du ministère de la Défense. C'est pas... Écoutez, là-dessus, les documents, d'ailleurs, vous le savez, M. Barillot, le ministre de la Défense actuel, Jean-Yves Le Drian, vient à la demande d'une association collègue de la vôtre, M. Sens. Non, M. Desproges, je suis désolé, c'est l'association Montmoron et Tatou et la Veine qui a mis le tribunal en justice, le ministère de la Défense, et c'est une décision de justice si le secret défense a été levé. Mais il a été levé partiellement. Et donc, en tout cas, pour la partie... Que le ministre s'est plié à une décision de justice. Oui, heureusement. Et c'est donc, comme c'est le cas à l'étranger, la commission consultative du secret défense qui a déclassifié ces documents. Donc, non seulement les documents complets sont publics, mais les documents bruts, et non pas une interprétation, les documents bruts ont été déclassifiés. Alors, donc chacun pourra se forger une religion. Écoutez, franchement, je suis venu exprès de Polynésie pour analyser ces documents qui ont été déclassifiés. J'en suis à... Il y en a 58, les premiers. J'en suis à 58 documents. 58 documents, c'est déjà des gros documents. Je me rends compte que dans ces documents, c'est des informations qu'on connaît déjà pratiquement depuis des années. Ils sont connus. Et que rien n'a jamais été dit. Sauf que certaines pages de ces documents sont blanches. Elles sont encore couvertes par le secret, et c'est celles, justement, où on attendrait d'avoir des informations sur les incidents qui sont produits. Les documents que la justice a obligé de déclassifier, ils l'ont été, mais partiellement. Ça vous dites. Partiellement. On en a occulté certaines parties. Voilà, il y a des pages blanches qui sont... Et justement, c'est celles où on s'attendrait à voir... je cite le cas de 1974, où on sait qu'il y a un tir qui a provoqué des retombées sur Tahiti. Je ne peux pas laisser dire ça. Non, écoutez... In fine, c'est la commission du secret défense qui est juge. Elle a effectivement non rendu public la partie qui contient des secrets militaires et les parties nominatives où il était cité le nom de monsieur X ou Y. Mais la justice... In fine, le juge, ce sont les membres, le président, les membres de la commission du Juste un point droit et un point technique. La justice, quand elle dit déclassifier, après vous-même, vous pouvez dire on déclassifie, mais pas tout. Vous avez le droit de faire ça ou Non, le ministre consulte la commission consultative. Non, il consulte pour savoir quelles sont les parties qui peuvent ou ne pas être vis-à-vis du droit à l'information, être déclassifiées. Et ensuite, il est évidemment libre de suivre ou pas l'avis de la commission. En l'occurrence, il a suivi l'avis de la commission. On a bien compris que cette déclassification partielle ne plaît pas. Sur le point technique encore, vous disiez vitrification, pas de problème. Mais visiblement, il y a plus de fuites que ce qu'on a bien voulu concédé à l'époque. Sur les conséquences pour l'atoll, moi j'ai le souvenir qu'on m'expliquait que c'était sans conséquence, que l'atoll allait bien, qu'il n'allait pas bouger, etc. Et puis je découvre en regardant ce documentaire qu'il est en train de s'effondrer, qu'on va avoir un tsunami. Attendez. Prenons les choses. Il y a deux risques. Il y a la radioactivité et il y a un risque de glissement potentiel, de glissement de terrain. Ça, on ne nous a jamais dit ça. Pour la radioactivité, c'est dit depuis longtemps. Pour la radioactivité, il y a eu, prenons les exemples récents. En 1998, un audit extrêmement complet de l'Agence des Nations Unies pour la radioactivité, l'Agence internationale de l'énergie atomique, des experts néo-zélandais, australiens, qui n'étaient pas franchement pro-français, me semble-t-il, américains, anglais, qui ont conclu qu'il n'y avait pas de nécessité de surveillance. C'est ce que dit le rapport de l'AIUA. Est-ce qu'il y a pour autant un risque d'effondrement d'une partie de l'atoll ? Je viens de répondre pour la radioactivité. Pour le risque de glissement de terrain, je le redis, il y a un risque faible, pour autant un risque que le CEA prend en compte,
et je le contrôle. Alors, ce risque, il est suivi comment? Il y a sur l'atoll des sismographes, il y a en profondeur, dans des puits à 500 mètres dans l'atoll, un certain nombre de mesures. Tout ceci est retransmis en temps réel. Vous n'avez pas l'impression, vous, la défense, de jouer avec le feu, si je puis dire, nucléaire pendant toutes ces années, en nous rassurant avec un discours assez bienveillant? Tout ceci est transmis en métropole. S'il y avait glissement, encore une fois, la probabilité, elle est faible, mais ça peut arriver. Ben oui. Il y a une détection plusieurs jours à l'avance, c'est le point important, plusieurs semaines ou plusieurs jours à l'avance, qui permettrait aux autorités, aux commissaires en Polynésie française, on nous expliquait que ça ne craignait pas. Maintenant, on dit que ça peut peut-être s'effondrer. On dit que c'était propre. Maintenant, on découvre qu'on a mis des avions, tout ce qui était dégoûtant, on l'a mis dans une poubelle radioactive. Ce que je dis, ce n'est pas qu'il n'y a pas de risque, c'est qu'il n'y a pas de risque avec des conséquences pour l'homme et pour les populations. C'est-à-dire qu'il y a le temps de tsunami, mais qui sera tout petit à l'arrivée. Non, il y a un tsunami qui serait ce qu'il serait, mais avec un délai permettant de prendre les précautions. Pas plus et pas moins. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Non, enfin, moi, la seule manière... Enfin, on a reçu un rapport, c'est d'ailleurs votre prédécesseur qui nous avait donné ce rapport en janvier 2011. Annonçant les risques d'effondrement. Mais il s'agit d'une prévision et de simulation par ordinateur. Et nous, on connaît les prévisions et les simulations du CEA depuis 40 ans. Ça dépend des données qu'on des essais aériens, on nous dit que le nuage passait entre les îles, etc. Donc il n'y avait pas aucun risque pour les populations. Là, on nous dit, vous savez, ça risque de s'effondrer, mais on a vu ça avec nos ordinateurs, vague de 20 mètres de haut, mais à 100 km, ça fera un bain de pied chez les habitants de Toureia. Mais les habitants de Toureia, ils regardent la télé. Toureia, c'est l'atoll le plus proche qui pourrait être menacé par l'éventuel tsunami qui résulterait de cet effondrement d'une partie de la barrière de corail. Alors, moi je dis, c'est arrivé, on nous a donné ce rapport un mois avant Fukushima. Les gens ont vu ça. Fukushima, la vague. La vague a été sur la route de Tahiti, la côte est de Tahiti, a été inondée par la vague de Fukushima. Donc il y a combien? 7000, 8000 kilomètres. Quand on nous dit qu'à 100 km de Moroa, une vague de 20 mètres va produire un bain de pied chez les habitants de l'atoll voisin, on n'y croit pas. C'est des simulations et les simulations ne sont jamais conformes. Est-ce que quand même, quand on voit ça, c'est vrai qu'on nous a dit que c'était pas dangereux, qu'il n'y aurait pas de fuite, que le corail ne risquait rien, etc. Puis on voit que petit à petit, tout ça, c'est pas tout à fait comme on nous l'avait dit. Est-ce que vous comprenez que vous avez un rôle un peu compliqué et qu'on a tendance à plus vous croire? Que ce soit très compliqué, je le comprends bien. À l'évidence, même la sénatrice l'a dit tout à l'heure, qu'il y a eu une évolution entre les années 60 et 2012-2013 en matière d'information du public, c'est évident. Donc, quand nos concitoyens polynésiens, quand M. Barrio pose ou exprime la colère que j'entends, je comprends parfaitement. Mais en même temps, il ne me semble pas que je tiens sur ce point un discours rassurant. Je dis au contraire qu'il y a un risque. Non, je dis au contraire qu'il y a un risque, qu'il est pris en compte, qu'il est pris en compte. Et ces phénomènes de tsunami, ce que nous montre la science aujourd'hui, il y en a malheureusement eu en Indonésie, c'était en décembre 2004, si ma mémoire est bonne. Il y a eu malheureusement Fukushima. Le savoir-faire du CEA, il n'y avait même pas de risque. En matière, non, c'est en matière de propagation. En matière de propagation. Non, mais je veux dire, on n'imaginait pas un instant ce risque-là, et on a eu une catastrophe. Là, je ne parle pas de l'accident de la centrale, je parle de la propagation des vagues. Le savoir-faire des scientifiques dans ce domaine, malheureusement, on l'a vu dans des circonstances tragiques. Ce que je veux dire, c'est qu'à Fukushima, les scientifiques disaient qu'il n'y avait pas de danger. Voilà, c'est tout. On a bien vu la cause, bien sûr. Oui, mais on parle des conséquences. Le fait d'avoir comme ça joué avec le feu, peut-être pour de bonnes raisons, parce qu'on avait besoin de cette dissuasion nucléaire. Est-ce que vous dites maintenant avec le recul, on a fait ça parce qu'il fallait le faire, mais on ne savait pas ce qu'on faisait? Non, pas du tout. Non. Encore une fois, je redis que les précautions étaient prises. Elles n'ont pas évité absolument tous les problèmes. Et je dis que les conséquences environnementales à l'époque étaient minimes, que les conséquences environnementales aujourd'hui sont limitées et qu'elles sont sous contrôle.
Autrement dit, ils sont sous contrôle. Tout va bien. Deux mots et on va switcher. Autrement dit, on passe des essais propres aux causes négligeables. Voilà. Non, pas du tout. Non, D'ailleurs, pour reprendre la tes preuve, propos. il y a justement cette loi de reconnaissance qui est bien le fait que l'État assume ses responsabilités et qu'il confie à des experts, en l'occurrence 2 magistrats, 6 médecins spécialistes en pathologie, la décision au cas par cas. Donc, je vois pas là le moindre déni. Au contraire, encore une fois, l'État assume ses responsabilités. Bon, Oui, alors en rejetant 99% des dossiers de demande Alors, on va d'indemnisation. parler des victimes. On va parler des victimes. On va avoir un petit extrait, si vous voulez bien, du film. Revenir sur un extrait du film. C'est un sénateur, je crois, de Polynésie, qui nous fait une sorte de parabole autour du caillou de Mururoa, ou du galet, je ne sais plus comment il dit. Nier les atteintes à l'environnement, partout, en Océanie, en Polynésie française, c'est nier une partie de l'identité même du Polynésien. Priver ce dernier de sa terre, de son environnement, c'est le priver d'une partie de lui-même. Ce caillou provient de Mururoa. C'est exactement de ceci dont il s'agit cet après-midi, et pas d'autre chose. C'est de ceci. C'est Mururoa. Visualisons ensemble les 41 flashs, puis déflagration, thermonucléaire en plein air, au-dessus de Mururoa. Magnifique, disaient certains de vos prédécesseurs, Monsieur le ministre. Visualisons encore les 131 explosions souterraines et gerbes lagonaires dans 123 dans le lagon de Mururoa. Monsieur le ministre, mes chers collègues, si je vous offrais cette pierre, seriez-vous rassurés au point de la placer chaque nuit sous l'oreiller de nos êtres les plus chers? Vous auriez aimé que l'on vous en laisse le choix. Sachez qu'aucun de nos parents, aucun de nos conjoints, aucun de nos enfants n'ont eu ce choix. Voilà, une belle plaidoirie de ce sénateur de Polynésie. Et Anne Fleury-Hérard nous a rejoint, vous êtes médecin. Donc évidemment, on voit que votre position, puisque là aussi vous représentez le CEA, n'est pas facile. Quand on voit la violence de ces explosions, on se dit quand même, comment est-ce qu'on a pu imaginer que ça serait sans conséquence? Vous alliez vous baigner, vous, dans le lagon, là, aujourd'hui? Je me suis baignée. Ah, mais tous les Avec jours, des vous le feriez tous les jours? Oui, ça c'est bien, c'était le grand truc, c'est d'amener des journalistes en disant, regardez, ça craint rien. Mais ils le croient facilement. Mais tous les jours, Oui, mais au-dessus de ces fameux avions qu'on a mis comme ça dans les fosses du Pacifique? Alors, attendez. D'abord, moi, je me suis baignée en l'an 2000 avec des journalistes. C'est-à-dire, c'était pas au moment où se faisaient les tirs atmosphériques. Au moment où se faisaient les tirs atmosphériques, je crois que M. Sens d'ailleurs l'a expliqué, il y avait un périmètre de sécurité qui était établi et tout le monde sortait de cette zone, le tir avait lieu, ce qui fait qu'effectivement c'était parfaitement visible et on en voit très bien les photos depuis des bateaux, depuis des avions. Depuis longue distance. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des conséquences sanitaires de ces essais sur les gens, sur les militaires et sur les Polynésiens? Est-ce qu'on a eu des études épidémiologiques? Est-ce qu'il y a eu vraiment des études approfondies faites sur ces populations? Alors, il y a eu plusieurs études, en particulier sur la population des Polynésiens. Et donc, il y a eu une étude de ce qu'on appelle la mortalité, sur les causes de décès, qui n'avait pas montré d'augmentation des causes de décès pendant la période des essais atmosphériques, pas d'augmentation par rapport à ce qui était attendu. Le poison fasse son chemin, j'imagine. Bien sûr. Et il y a eu justement, comme cette étude sur la mortalité était une étude, j'allais dire, d'intérêt limité. Pour l'interprétation médicale, il y a eu derrière par la même équipe de l'INSERM, qui est une équipe qui est à l'Institut Gustave Roussy, un travail sur les causes de cancer, s'appuyant sur le registre des cancers qui existe en Polynésie depuis 1984. Résultat, il n'y a pas d'augmentation des cancers dans les zones qui sont relativement proches de l'atoll, par rapport aux zones très éloignées qui, elles, n'ont pas vu les retombées. Donc il n'y aurait pas de conséquences de ces fameux essais sur les populations? Globalement, il n'y a pas de conséquences sur les populations. Vous pouvez dire alors ça, maintenant, je peux le dire, les yeux dans les yeux, dès lors qu'on est dans les conditions d'une surveillance de population, c'est-à-dire qu'on regarde en Polynésie aujourd'hui, il y a 270 000 personnes. Vous regardez sur 270 000 personnes, les cancers représentent aujourd'hui une cause de maladie très importante, que ce soit en Polynésie ou que ce soit d'autres pays. Absolument.
On est dans les proportions On est dans les proportions habituelles. normales. Bon. Ce qui veut dire... Qu'est-ce qui est arrivé à M. Sens ? Ce qui veut dire, attendez, laissez-moi terminer, ce qui veut dire qu'en fait, c'est pas sur les populations que vous pouvez voir. Parce que vous voyez, les différences, si elles existent, elles sont trop minimes pour être vues par l'épidémiologie. Parce que vous regardez, vous avez des variations internes qui ne sont pas visibles. Ce qu'il faut regarder, c'est dossier par dossier. Et c'est ce qui se fait, je dirais, par la loi qui a été votée en 2010. Alors, il y a eu Florent Devater, permet... qui a fait, directeur de recherche à l'INSERM, qui a fait une étude dossier par dossier. Il a trouvé qu'il y avait des liens vraisemblables entre retombées radioactives et certains cancers. Il y avait des faisceaux de présomption. Ce qu'il a dit. Sur les cancers de la Alors, thyroïde. et après, j'ai lu des études qui disaient, mais c'était pas une bonne étude ce qu'il a fait. Hein, c'était pas assez concluant parce que ça concernait pas assez de gens. Attendez, qu'est-ce qu'il en dit? Monsieur Sens, vous qui avez visiblement des séquelles peut-être de ça, mais qui sont pas reconnues, et peut-être vous. Qu'est-ce que vous dites Disons que les premières études qui ont été menées au niveau, alors je parle au niveau des vétérans, parce qu'à Polynésie, il y en a beaucoup des vétérans qui souffrent de... Sur 5000 adhérents, on a plus de 50% qui présentent des pathologies, alors qu'ils ne sont pas listés dans la loi Morin, puisque la loi Morin donne 21 pathologies précises. Mais des pathologies dont vous pensez qu'elles pourraient être liées à ces essais, mais qui ne sont pas reconnues comme telles. Qui ne sont pas reconnues comme telles pour l'instant. Ah, bon, ça fait beaucoup, 50%. Peut-être que ça viendra un jour. Oui. Mais au départ, il faut quand même se souvenir que l'association des vétérans nucléaires a été fondée par un médecin militaire chercheur à l'INSERM. Et qui, lui, avait commencé à mettre ses propres études en place. Par la suite, comme ces études pouvaient être sujets à caution sur le fait qu'il n'y avait que des vétérans adhérents à l'association qui puissent répondre au questionnaire médical, j'ai ouvert un autre organisme qui s'appelle l'Observatoire du suivi et de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui est indépendant, une filiale de l'AVEN, où là nous avons ouvert les questionnaires médicaux à l'ensemble des gens ayant travaillé sur ces... Et on a les mêmes... de questionnaires et guerre d'analyse. Monsieur Barriot. Oui, enfin, moi je voudrais aborder un autre angle sur les populations. Vous savez qu'en Polynésie, la santé publique était de compétence du service de santé des armées jusqu'en 1985. C'était comme dans les colonies, les anciennes colonies. Donc on n'a aucune archive depuis le début des essais jusqu'en 85. Même avec les déclassifications voilà. et tout ce qui a suivi. Voilà, il n'y a absolument aucun accès, ils ont laissé rien du tout. Hein. Et par exemple, Florent Devater, qui a fait l'étude sur la mortalité et sur les cas de cancer repérés, explique bien qu'il n'a pas eu accès à des données qui n'existent pas, qui étaient... Elles existent, ces données? Elles sont cachées quelque part dans un coffre à la Défense? Non mais... Je pense que en Polynésie, si je veux compléter ce que dit M. Barriot, il existe l'équivalent de la sécurité sociale, qui est la CPS, et c'est dans cette caisse d'assurance maladie qu'existent toutes les données qui sont relatives. Le suivi sanitaire de la population. Et il est où le suivi sanitaire? Aucune précaution pendant la période des essais aériens qui était la plus dangereuse. Là, je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Ce qui a été fait en Polynésie, quand la France a décidé d'y mener des essais nucléaires, c'est qu'il y a d'abord eu, et ça ce sont je dirais mes collègues maintenant largement retraités, qui sont allés préparer toute l'organisation de surveillance et de mesure de la radioactivité. Donc ce qui veut dire qu'avant le premier essai atmosphérique, avant le premier champignon, il y avait tout un système d'enregistrement, ce qu'on appelle un point zéro, d'enregistrement de la radioactivité, de suivi de ce que mangeaient, de ce que buvaient les populations, absolument dans toute la Polynésie, en particulier la zone la plus... Population. Moi, je les ai vus, ces fiches. C'est M. Julien de la Gravière qui nous les a apportées. Les fiches de population, de santé, au 30 juin 1966. Le premier essai était le 2 juillet. Il pèse combien? Il mesure combien? Il voit bien? C'est tout. C'est tout. Ce qu'il y a sur ces fiches, quoi, c'est pas sérieux comme suivi. Enfin, je dis 1.0 santé des populations, il n'y avait rien. Il n'y a pas d'analyse sanguine, il n'y a pas de tout ça. Rien, c'était médecins, ils allaient dans les îles, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'appareillage, de système pour faire quelque chose de sérieux. Donc, en ce qui concerne
les populations, le point zéro, c'est zéro. C'est tout. Hein. Encore une fois, je ne peux pas être d'accord avec vous, dans la mesure où ce qui était important, c'était effectivement de mesurer les variations de radioactivité. Donc sur quoi, a été porté le point zéro? C'est essentiellement sur les mesures de radioactivité. La radioactivité naturelle et éventuellement les retombées des essais. Et vous dites là aussi, il n'y a pas eu de changement notable. Si, il y a eu des changements mesurables. Oui. Peut-être pas notables, mais mesurables. Il est bien évident que à l'issue de certains tirs, vous en avez tous parlé, de certains tirs atmosphériques. Il y avait des remontées de radioactivité. Il y a eu des panaches qui ont atteint certains atolls, donc c'est ce qu'on appelle les retombées, et à l'issue évidemment de ces retombées, il y avait des variations de radioactivité que l'on mesurait, qui étaient parfaitement mesurables et qui ont été enregistrées. Qui n'étaient pas gênants. Et c'est ce qui a permis d'établir la dosimétrie, de savoir comment les gens ont été expliqués. C'est potentiellement dangereux ou pas? Actuellement, d'après les synthèses que l'on a faites, y compris les dernières synthèses qui ont majoré, qui ont fait ce qu'on appelle une dosimétrie enveloppe, il n'y a pas de risque concernant l'ensemble de la population. Il y a néanmoins quelques groupes dans lesquels il peut y avoir des doses qui sont susceptibles d'être en relation avec l'apparition d'un cancer. Tu sais, parce qu'on nous a fait le coup de Tchernobyl. Vous savez, en France, on a vu passer un nuage qui nous a soigneusement contourné, et il n'y avait rien du tout, et on s'est rendu compte après coup qu'il y avait quand même des petites choses. Donc là, à vous entendre, vous et votre collègue, on a quand même l'impression que les essais, n'étaient pas gênants, les retombées, il n'y en a pas eu. Alors... Je ne vais pas apporter de réponse, parce que nous en sommes au début de la mission. Moi, je vais juste poser des questions. Vous savez très bien, madame, qu'il y a eu un aléa, au moins une fois, un pilote qui a raté son largage. Vous le savez, tout le monde le sait dans l'armée, c'était classifié, maintenant c'est de notoriété publique. Ne me dites pas au moins que pour cet accident-là, il n'y a pas eu des variations significatives. C'est quoi cette histoire de largage raté? Ça veut dire que la bombe, en tir aérien, est partie là où elle ne devait pas aller, qui n'a pas atteint exactement l'objectif qui était fixé. Et donc, on va dire, il y a eu un aléa de trajectoire et qui est connu, qui est de notoriété publique. Et donc, ne me dites pas au moins que sur ce point précis, il n'y a pas eu de souci. Je n'ai pas dit, reprenons bien, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de variation de radioactivité. Et j'ai bien dit qu'elles sont imputables à au moins 6 tirs. Effectivement, je l'ai bien dit. Mais vous dites qu'elles n'étaient pas dommageables a priori. Simplement, ce que j'ai dit, c'est que les conséquences en termes de dose à la population ne sont pas telles qu'elles peuvent augmenter sur la population le risque de cancer. Monsieur Barriot. Moi, je pense, très franchement, sur on pourrait avoir un grand débat scientifique, faire des études épidémiologiques, tant qu'on veut voir s'il y a une augmentation ou pas de cancer. Les essais nucléaires, c'est une décision politique qui a été prise. Aujourd'hui, il faut une décision politique. Il y a eu une loi qui est très mal faite. La loi Morin. Mal foutue, cette loi Morin. En quoi cette loi Morin? Donc, qui prévoit l'indemnisation selon certains critères? Qui n'indemnise quasiment personne. Parce que les critères sont trop restrictifs? Non, parce que on part toujours de la même logique de l'époque où on parlait des essais propres. Après, on a dit il y a 5-6 essais qui n'ont pas été tout à fait propres. Et aujourd'hui, on nous dit, dans la loi Morin, que les risques auxquels vous avez été exposés étaient négligeables. Donc, vous voyez, c'est la même logique. On est donc et la loi, si on fait une loi pour reconnaître éventuellement qu'un essai ou que des retombées ont pu avoir des conséquences, des critères tels que c'est quasiment impossible de les faire reconnaître. Je vois les chiffres du CIVEN, là, du comité des gens des victimes d'essais nucléaires. C'est 817 demandes d'indemnisation. J'ai lu ça, en février 2013. 778 dossiers examinés, 13 expertises ordonnées, 11 indemnisations, dont 4 pour la population polynésienne. 4. Alors là aussi, sur le caractère scientifique, les 4 personnes indemnisées, c'est des personnes qui habitent les îles à 400 km de Mororoa. 400 km au Gambier, à Reao, Pukaroa. 4 femmes, surtout thyroïdes. Donc ça, pas de problème, à 400 km, les retombées, il y en a. Seulement, les dossiers de travailleurs polynésiens qui étaient sur le site, sur le point zéro, à Mororoa, les risques auxquels vous étiez exposés sont négligeables. Donc ils étaient négligeables au point zéro, ils n'étaient plus à 400 km, qu'on m'explique les raisons scientifiques de tout ça. Est-ce que
on se demande un petit peu si vous ne jouez pas la montre. Pas vous personnellement, mais si l'État, dans cette histoire, ne joue pas la montre au fil du temps, à petit reconnaître les choses, mais sans jamais les reconnaître tout à fait. En attendant, c'est cynique à dire, mais que les victimes s'éteignent d'elles-mêmes. Ça, j'allais dire, c'est votre interprétation. Non, c'est une question. Hein. Oui, c'est une question. Alors, aujourd'hui, la loi de 2010 permet à des personnes dont le lieu d'habitation ou de travail, dont les périodes pendant lesquelles elles ont résidé, sur ces zones et qui souffrent d'une maladie qui effectivement fait partie de la liste des 21 maladies, peuvent demander réparation. Or, si vous voulez, ce qui est étonnant de mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, il y a 150, on sait qu'il y a 150 000 travailleurs qui sont venus sur les sites. Qui sont passés par les sites. Qui sont passés entre le Sahara et la L'essentiel, Polynésie. militaires aussi, c'est ça? Il y avait tout statut. Il y avait des militaires, il y avait des civils, et sur ces 150 000 venant de métropole ou venant de Polynésie. D'accord. Et sur ces 150 000, il y a aujourd'hui, c'est ce que vous disiez, il y a à peu près 700 dossiers qui ont été déposés. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que sans doute beaucoup plus de gens déposent leur dossier. Pour qu'on puisse examiner leur cas. De manière qu'on puisse l'examiner et qu'en cas de rejet, on se pose aussi peut-être la question de pourquoi ça a été rejeté et comment on fait évoluer la loi. Donc vous dites, on est de bonne composition, on est prêt à examiner, amenez-nous les dossiers. Et c'est exactement. Je souhaiterais répondre. Je souhaiterais répondre parce que cette chanson, nous l'entendons depuis 2 ans, depuis que la loi Morin a été mise en place, nous entendons cette chanson. Alors, premier point, 150 000 personnes qui ont travaillé sur les essais nucléaires, je vous l'accorde, madame, de 1960 à 1996. Allez retrouver la population algérienne de 60 à 66. Premier point. Deuxième point, allez déposer un dossier pour un Algérien, allez déposer un dossier de demande d'indemnisation, il faut aller à Alger. Vous parlez de l'Algérie pour les premiers essais nucléaires français qui sont faits en Algérie. Il y a la courbe démographique normale, logique. Donc, de la génération 1960, c'était les gens qui étaient nés avant 1940. Il ne doit plus en rester beaucoup capables de déposer un dossier. Et les veuves, si elles sont encore vivantes, ont dû oublier. La Polynésie, je laisserai la parole à Bruno, sur les difficultés à déposer un dossier. Parce qu'on est presque au bout là. Et en métropole, c'est le plus gros bataillon, 1200, 1300 dossiers. Donc les 3/4 ne rentrent pas dans le cadre de la loi Morin, donc on ne va pas se mettre hors la loi. Quoique, j'ai une discussion avec les avocats là-dessus, on va voir si on ne va pas se mettre hors la loi. Un mot, Bruno Barriot, parce que là on est au terme. On est au terme d'une réponse et puis un mot pour finir. Les ayants droit de personnes ayant travaillé ou de personnes qui ont été victimes et qui sont décédées peuvent déposer un dossier. Je crois que c'est important. Quand ils vont voir le médecin en disant mon mari est mort de ça, mais non, il n'est pas mort de ça. Un mot de conclusion, Bruno Barriot, parce que votre mission, c'est quand même bien d'évaluer ça, d'essayer de comprendre et de faire le tri entre les conséquences de ces retombées importantes et celles qui ne l'ont pas été ou celles qui n'ont pas eu lieu. Je ne sais pas, c'est quoi l'état d'esprit en Polynésie par rapport à ces affaires-là? L'état d'esprit en Polynésie est vraiment très chaud, sur la question des essais. C'est un problème non réglé de la vie, non seulement des populations, mais des autorités, du Parlement local, du gouvernement local, quelle que soit la couleur. Le problème des essais n'a pas été réglé par l'État français. Merci beaucoup. Merci à vous. On a bien compris que ce n'était pas fini, qu'il y avait du boulot qui était fait, qu'il y a une bonne volonté que vous affichez, mais visiblement des résultats qui ne sont pas là. Merci beaucoup. Merci à Aurélie Dafas qui a préparé ce débat. Je vous rappelle notre adresse internet si vous voulez correspondre avec nous. Dans une semaine, on parlera de la NEF. La NEF, c'est une banque solidaire pour tous ces Français qui veulent se lancer dans des projets et qui n'ont pas forcément l'argent pour le faire. Voilà. Et bonne semaine sur Public Sénat.